Bonjour et bienvenue à cette édition du 27 février 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on vous parle de la loterie qui fait du bien, qui est de retour cette année. Il y aura aussi le salon Aventure Cause Abscale qui est aussi de retour. Il y a des changements de le fonds région et ruralité. Diabète Bas-Saint-Laurent offre des cafés rencontres. On parle aussi de recyclage de plastique agricole. Il y a aussi, bien sûr, l'agenda culturel, mais tout d'abord, on va voir les actualités. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. C'est un exploit sportif, mais surtout un immense geste du cœur qu'a réalisé le jeune Justin Lemieux de Cause Abscale. En fin de semaine, il a parcouru 236 km entre Rivière-du-Loup et Côte-Abscale sans dormir afin d'amasser des fonds pour la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent et la Société canadienne du cancer. Un défi qu'il a complété en 40 heures et 35 minutes en mémoire de ses grands-parents. Le départ a été donné à 7 heures vendredi matin entouré de quelques proches et amis venus l'encourager. Certains ont même parcouru les premiers kilomètres à ses côtés. Mais rapidement, la réalité d'un ultra-défi de cette ampleur s'est imposée. Vent de face, mauvaise sensation, solitude jusqu'au 50e kilomètre. Justin a dû adapter sa stratégie dès le départ, alternant des blocs de 10 km avec de courtes pauses. Au fil des kilomètres, les douleurs musculaires et la fatigue se sont installées, mais plus il avançait, plus le soutien grandissait. À partir du 70e kilomètre, Justin n'a pratiquement plus jamais été seul. Des amis, des membres de sa famille et même des coureurs surprises se sont joints à lui sur différents segments du parcours. Il s'est arrêté au régiment des fusiliers du Saint-Laurent à Rimouski où familles et amis l'attendaient pour un ravitaillement bien mérité, incluant un Subway qui semble avoir marqué les esprits. La section de nuit a été une des plus éprouvantes. Vent de face, température ressentie de moins 25 degrés, fatigue extrême et impossibilité de dormir. À Montjoly, le lever du soleil lui redonne espoir. Il modifie sa méthode des blocs de 6 à 7 km, une stratégie plus efficace pour lui et pour son équipe. Mais la portion avec le plus de dénivelé entre Montjoly et la Matapédia s'est avérée plus difficile mentalement. Longue ligne droite, des faux plats, impression que la distance n'avance pas. À Saint-Angèle, Sébec, Valbriand et Amqui, les surprises se multiplient. Famille, amis, inconnus, plusieurs viennent courir quelques kilomètres avec lui ou simplement l'encourager. D'ailleurs, nous l'avons rencontré à Sébec lors de sa pause afin de faire une petite entrevue avec lui. On va aller voir ça. Justin, on est rendu à Sébec. Là, tu cours depuis hier matin, 7 heures. On est quoi? On est 3 heures après-midi. Ouais, c'est ça, exactement. Là, comment ça a été à date? T'as-tu réussi à dormir un petit peu? Honnêtement, j'ai essayé de dormir, mais c'est très difficile. Là, sur une course comme ça, les jambes viennent lourdes, ça fait mal. Fait que j'ai essayé de dormir, puis ça n'a pas été possible, malheureusement. Là. Donc, mais ça va super bien. Ouais. La fin, je sais qu'elle arrive, puis je suis confiant. Est-ce que ça te ralentit ou de courir depuis aussi longtemps ou au contraire, tu vois la fin arriver et ça te donne le goût d'aller plus vite? J'aimerais ça aller plus vite, honnêtement, mais les jambes ne veulent pas. J'ai les jambes vraiment fatiguées, mais ça va super bien, mais le mental est là. Okay. C'est comme qu'on avait discuté, c'est vraiment une partie de mental énormément, ces courses-là. Là. Fait que, à quelle heure tu penses arriver à Côte-Abscale? Honnêtement, j'avais comme prévu entre 15 et 17, mais ça 15 et 19, ça va déplacer un peu. Là. J'imagine peut-être entre 20h puis 22h environ. Là. Ouais. Ben, je te souhaite vraiment la bonne chance. Donc, après plus de 32 heures sans sommeil, entamer une deuxième nuit représentait un immense défi. Il raconte même avoir eu l'impression de dormir en courant. Mais chaque ravitaillement devenait un regain d'énergie, chaque surprise, un moteur supplémentaire. Puis après 236 km, après plus de 40 heures d'effort, la ligne d'arrivée à Côte-Abscale. Feu d'artifice, cris, émotions, larmes. Justin part du plus beau moment de sa vie, d'un rêve accompli et d'un sentiment de fierté immense. Au-delà de l'exploit sportif, Justin Lemieux a surtout démontré la force de l'entraide. Jusqu'à maintenant, il a amassé un peu plus de 6 000 $ pour la Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent et 5 200 $ pour la Société canadienne du cancer. Un défi réalisé dans l'amour en mémoire de ses grands-parents et porté par toute une communauté. Le bar laser de Côte-Abscale se prépare pour les finales de sa division et on sait déjà que la formation de Matane représentera un défi de taille. Les matchs 2, 4 et 6 seront disputés à Côte-Abscale, soit le 22 février, le 7 mars ainsi que le 14 mars. Après une saison solide, l'équipe aborde cette dernière étape avec confiance. L'engouement est bien présent à Côte-Abscale alors que les partisans se mobilisent pour soutenir leur équipe. Pour suivre l'équipe pendant cette finale, suivez leur page Facebook.
Dans le dossier du meurtre d'Adrien Allard, survenu en 1979, Denis Desrosiers a reconnu sa culpabilité après plus de 45 ans. L'affaire, longtemps demeurée non résolue, a refait surface grâce aux avancées technologiques en matière d'enquête et d'analyse. Cette reconnaissance met fin à l'un des dossiers criminels les plus anciens encore actifs au Québec. La Cour devra maintenant déterminer la peine appropriée. La Sûreté du Québec signale une hausse des tentatives de fraude téléphonique. Des citoyens reçoivent un message automatisé indiquant que leur ligne sera coupée dans les prochaines heures en raison d'un paiement en souffrance. On leur demande alors d'effectuer un paiement immédiat. La police rappelle qu'il s'agit d'une fraude et recommande de ne jamais transmettre d'informations personnelles ou bancaires à la suite d'un appel automatisé. En cas de doute, il faut contacter directement son fournisseur via les coordonnées officielles. En pleine crise forestière, la Fédération des producteurs forestiers du Québec dénonce des amendements au projet de loi 11 qui, selon elle, favorisent l'approvisionnement en forêt publique au détriment des producteurs de forêt privés. Les changements proposés modifieraient la tarification du bois public et mettraient fin au système d'enchères servant de référence pour établir la valeur marchande. La Fédération estime que ces mesures risquent de faire baisser le prix du bois en forêt privée et de fragiliser des milliers de propriétaires forestiers en région. Plusieurs syndicats du milieu scolaire ont dénoncé à Québec un climat de culpabilisation envers le personnel victime de violences. Selon eux, lorsqu'un geste est déclaré, la démarche d'analyse tend trop souvent à minimiser le caractère intentionnel de l'agression. Les organisations affirment que le processus décourage les dénonciations et nuit autant au personnel qu'aux élèves concernés. Elles réclament des ajustements au traitement des dossiers afin d'assurer un suivi plus qu'adéquat et une meilleure protection en milieu scolaire. C'est le retour de la loterie qui fait du bien et nous avons reçu en studio Annie Soucy de l'Association du cancer de l'Est du Québec pour nous parler de tous les beaux prix qui seront offerts et aussi de comment se procurer les billets car c'est 100% numérique cette année. On va voir ça. Bonjour Annie, c'est le retour de la loterie qui fait du bien. C'est oui. Pour une 9e édition, si je ne me trompe pas. Oui, 9e édition. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la loterie qui fait du bien? Ça mange quoi en hiver? La loterie qui fait du bien, c'est un moyen de financement pour aller chercher des sous pour, dans le fond, nos activités quotidiennes. Et c'est aussi un beau partenariat qu'on a aussi avec des fondations. C'est là qu'on inclut les fondations. Donc, c'est vraiment une campagne de financement qu'on fait depuis 9 ans. Il y a des nouveautés. Maintenant, on est 100% numérique. C'est la grosse nouveauté cette année. Donc, plus de petits coupons à remplir. On y va vraiment 100% numérique cette année. Il y a encore moyen d'aller en acheter pareil, des fois à l'épicerie, des bénévoles qui vont l'entrée? On fait encore les kiosques comme avant, comme dans le temps que j'aime dire. Ouais. Mais c'est ça, c'est plus facile maintenant parce que tu sois à Rimouski, à Amqui ou peu importe, bien, à cause du code QR, bien, c'est dans le fond, n'importe où, on peut acheter des billets. Ceux qui veulent avoir leur petit coupon, bien, c'est ça, il y a beaucoup de points de service où ce qu'on peut nous trouver à l'association. Sinon, bien, les fondations, ils ont vraiment beaucoup de petits carnets, de petits feuillets. Donc, s'ils ne veulent pas vous accompagner, ils ont tous des TPV. Donc, ils peuvent vous accompagner dans l'achat de vos coupons. Super. Et là, il y a une partie des sous, des fois, qui peuvent aller à des fondations locales. Ouais. Peux-tu me dire un peu comment ça fonctionne? Bien, à chaque fois que vous achetez un billet, c'est 1 ou 5 ou 10, tout dépendamment quel format que vous prenez, il y a toujours l'option de choisir pour quelle fondation vous voulez investir. C'est une partie, dans le fond, du billet qui est vendu, qui est remis à la fondation. Donc ici, Amqui Fondation Action Santé, qui a un partenariat avec Alexandra, qui est maintenant directrice. Et c'est tout le temps environ, là, c'est ça, à chaque année, il y a une partie dans le fond, des résultats qu'on a, des gains, qu'on redonne ici là, à Amqui. OK. Puis, peux-tu nous dire un peu du montant qui a été amassé l'an passé? L'année passée, on a remis 18 000 parmi toutes les fondations. Je n'ai pas le chiffre précis à Amqui, mais je sais que plus vous allez acheter, plus vous allez sélectionner, bien, plus que vous allez avoir de redevances ici. C'est tout le temps remis au centre d'oncologie. Donc, c'est remis à la fondation versus oncologie. C'est un bon moyen de faire des dons ici puis d'amener des services en région. Donc, je pense que tout le monde gagne là, en achetant un beau petit billet à 12 $, donc la Fondation Action Santé. Oui, puis on sait que c'est difficile de maintenir des fois les services d'oncologie. Oui, c'est ça qu'on vit. C'est un de nos plus beaux, je pense,
c'est ça qu'on vise, de permettre de rester en région le plus possible. T'sais, nous, on a une hôtellerie, donc les gens d'Amqui, ils viennent des fois. Je pense qu'on est partenaire beaucoup avec les fondations, puis ça nous aide à nous à faire notre travail, puis à eux aussi d'avoir des sous qui rentrent. Donc, je pense que tout le monde y gagne. C'est vrai. Est-ce que vous avez un objectif un peu à atteindre cette année? Je te dirais à peu près comme l'année passée. Okay. Donc, il y a 260 000 l'année passée qu'on avait atteint. C'est une nouvelle formule. Donc, est-ce qu'on va atteindre? J'espère qu'on va dépasser. Ouais. Mais c'est une nouvelle formule de cette année. Donc, on espère vraiment amasser comme l'année passée 260 000 $. Puis, c'est quoi les prix? Tu nous donnes un peu de quel prix? Ça va je dis tout le temps de tout bord, de tout côté. Ouais. Donc, il y a en argent, dans le fond, il y a 4 fois 1 000 $. Sinon, le premier prix, Construction Albert, qui donne toujours 10 000 $ à chaque année. Il y a des forfaits de pêche, il y a des forfaits de chasse, il y a des voyages, un voyage à l'île d'Anticosti. Il y a aussi un forfait camping, il y a des forfaits touristiques. Donc, notre territoire est quand même grand. On essaie d'encourager chaque municipalité là, où fait que ça fait des voyages que ben des gens, c'est ça, si mettons t'aimes la pêche, ben tu peux acheter ton billet, mais il y a toutes sortes d'autres prix à gagner. Puis c'est 16 prix au total, d'une totalité de 50 000 $ quand même. Okay. Là. J'imagine qu'il y a des partenaires là-dedans qui permettent que la loterie existe. Oui, c'est ça. Puis je me permets de souligner quelques-uns. Donc, Construction Albert, c'est sûr, ben, c'est le premier qu'on nomme, quand même 10 000 $. Destination Chic Choc, Club Voyage Intermonde. Sinon, il y a Mallette, Vacances Inter, Caravane Rimouski, Tanguay, Voyage Daniel, Sim Aventure. Je peux pas toutes les nommer parce qu'il y a quand même, dans chaque forfait, il y a beaucoup dans le fond, de partenaires. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais c'est sûr que sans eux, ben, la loterie ne pourrait pas exister. Puis c'est avec des prix attrayants comme ça qu'on est capable aussi d'aller chercher notre 260 000. Donc, c'est ça. Gênez-vous pas pour encourager tout aussi ces commanditaires-là qui font que ça marche. Il y a beaucoup de prix vacances, puis on sait que les vacances... Ça fait du bien. Plus ça va, plus c'est difficile de payer des vacances. C'est difficile aussi, puis on dit tout le temps la loterie qui fait du bien. Ben, on aime ça, avoir des prix qui font du bien. Exactement, hein? Tout est dans tout. Donc, c'est ça. Fait on est allé vraiment comme large pour un peu, c'est ça, amener le monde à nous encourager. Donc, c'est 12 $. Tu peux aller aux îles de la Madeleine. C'est quand même rare les loteries qui peuvent faire ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'acheter un billet? Tu sais, ça, moi... Je suis pas sûr pourquoi 12 $, ça vaut cet argent-là. Ben, je te dirais qu'avec un petit 12 $, ben, tu sauves bien du stress à bien des gens, que ça soit à votre fondation aussi, Action Santé, que ça permet aussi d'avoir des services en région. Ça, on le dira jamais assez. Ça permet aussi d'avoir du sourire, parce que c'est ça, moi, je travaille à l'hôtellerie, je vois le quotidien qu'on peut faire à ces personnes-là. Ça peut être des massages, ça peut être une trousse de réconfort, ça peut être... tellement du bon que c'est sûr que si je dis à quelqu'un 12 $, c'est peut-être pas beaucoup pour toi, mais pour moi, ça représente vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je vois l'effet après ça. Donc, je peux te dire que 12 $, ça fait du bien, vraiment beaucoup. Ben, en fait, tu mentionnes souvent, je travaille à l'hôtellerie. Oui. Veux-tu préciser l'hôtellerie? Parce que là, c'est comme, OK, elle travaille pour l'hôtel, le gouvernement. Dans le fond, l'Association du cancer. Dans le fond, nous, on a une hôtellerie aussi à Rimouski. Donc, c'est là que les gens viennent. L'hôtellerie Omer Brazo. Exactement, l'hôtellerie Omer Brazo. C'est là que les gens qui habitent à l'extérieur viennent pour recevoir les soins. Dans le fond, c'est des nuitées qu'on offre. Donc, la loterie aussi paie des nuitées, une partie de la nuitée. C'est un des services, on parlait de services tantôt, qu'on veut garder en région. Bien, ça, c'en est un. Il y a plusieurs autres services qu'on a à l'association, mais principalement, bien, c'est l'hôtellerie, bien sûr. Là. Mais c'est ça, c'est une partie qui fait du bien, donc l'hôtellerie. Super. Donc, le tirage, c'est quand? Comment on fait pour savoir si on va gagner? Est-ce qu'on achète un billet, puis la semaine prochaine, on fait comme là, c'est moi qui ai gagné? C'est long, hein? Non, c'est le 10 juin. C'est tout le temps un tirage en live. Ça donne le temps aussi aux gens de faire des cadeaux. Moi, je dis tout le temps un 12 $. Des fois, on ne sait pas quoi amener, on ne sait pas quoi acheter. Bien, c'est là l'importance de faire un petit 12 $. Donc, c'est ça. D'ici là, on a c'est ça, plusieurs endroits où qu'on peut, dans le fond, les acheter. Mais sinon, le 10 juin,
C'est loin, mais ça nous donne du temps de ramasser vraiment beaucoup de sous qui nous Dans le mois de mai, il y a la fête des mères. Donc, fête des mères, exactement. Là, en plus, on a comme commencé Saint-Valentin, fait que on a promouvu la Saint-Valentin aussi. Mais c'est ça, c'est un petit quelque chose que les gens sont habitués. Je veux pas, l'année passée, on a vendu 23 000 billets. Ouais. Donc, les gens sont habitués. À chaque année, les gens nous encouragent. C'est juste que là, il faut dans le fond, promouvoir que c'est rendu 100% numérique, mais on est encore sur le territoire. Les fondations sont là aussi pour nous épauler, pour accompagner les gens qui savent un peu c'est ça, tu sais, quand on fait un changement, c'est sûr qu'il y a des mécontents. Tu sais, des mécontents, il y en a qui sont contents. Donc, on est quand même sur le terrain là, pour accompagner les gens qui voudraient avoir leur petit coupon qui sort du terminal et orienter les gens. Fait que les gens qui hésitent parce que c'est en numérique et qui ne savent pas trop comment, on va peut-être aller sur la page de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Oui, exactement. Puis sinon, ben, je sais qu'Alexandra là, est toujours là. Fait que peut-être lâcher un petit coup de fil à Alexandra. Sinon, je sais qu'elle est tout le temps là à la Fondation. Ici, je pense que les gens d'Amqui savent où la Fondation à l'hôpital. Allez faire un petit coucou à Alexandra, puis elle va être bien contente de vous répondre. Puis sinon, c'est sur le site. Le site de l'association. Ben oui. Sur le site de l'association. Super. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est le retour du salon Aventure de Causa-Abscal. Il y aura plusieurs nouveautés cette année et pour avoir plus d'informations, je me suis déplacé à Causa-Abscal pour aller rencontrer Jessie Pilote. Jessie, c'est le retour du Salon Aventure cette année. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est quoi le Salon Aventure? Le Salon Aventure, c'est l'occasion pour des exposants de venir montrer c'est quoi leurs produits dans différents secteurs d'activité. Puis c'est l'occasion aussi pour les visiteurs de venir voir c'est quoi. Il va y avoir des activités aussi connexes à tous les secteurs d'activité qu'on va avoir pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, donc pour toute la famille. Puis là, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est juste les fans de plein air et de chasse ou un peu n'importe qui peut trouver son compte quand même? Très bonne question. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Il va y avoir des entreprises de magasins de détail qui vont être là. Il va y avoir des entreprises au niveau des véhicules sportifs, plein air, puis tout ça. Fait que si vous êtes fan de motoneige ou de VTT, votre place est là aussi. Mais aussi pour juste s'informer sur tout ce qui est la nature, le plein air et tout ce qu'on... Je pense qu'à Causa-Abscal, justement, dans la vallée, en général, on vit dans la nature. Fait que c'est une belle occasion de venir voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité dans la vallée. Et là, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année là, dans le Salon Aventure? Nouveauté, oui, en fait, au niveau surtout de la programmation en soirée, on a l'occasion cette année d'avoir le Festival PAM qui va présenter le film du Festival PAM. Le festival va être terminé, mais on a l'occasion de présenter le film de la pêche au saumon, Fédération de la pêche au saumon. Donc, super belle activité à voir. Et spectacle d'humour samedi, spectacle d'humour spécialement écrit pour le Salon Aventure cette année avec Brian Piton, Danae Audet-Beaulieu et Marc-Antoine Lévesque qui sont en train présentement de concocter un spectacle d'une heure spécialement pour l'occasion. Wow, quand même, hein? C'est pas rien. Donc, ça va se passer où? Quelle date? Du 24 au 26 avril, ici même au Centre sportif Gérard Duchesne. Donc, vendredi, à partir de midi, les exposants vont être installés pour pouvoir accueillir les gens. Les activités, c'est au niveau vendredi soir et samedi soir. Puis, le tout se termine dimanche en fin de journée vers 4-5 heures. Il n'y a pas eu, je pense, une année, un concours de call à l'orignal. On peut s'attendre à de quoi du genre un peu? On va essayer d'avoir quelque chose du genre aussi, oui, pour les amateurs. Probablement dans la soirée du samedi là, qu'on va avoir quelque chose comme ça. OK, c'est bon. Puis là, le billet, on peut trouver ça où? C'est à quel coût? Les billets, c'est 25 $. C'est pour toute la fin de semaine, donc les 3 jours, pour même les spectacles en soirée également. Puis on peut se procurer ici auprès de Vanessa, qui son bureau est en bas, notre animatrice en loisirs, ou moi, directrice des loisirs, en haut, dans mon bureau. Parfait. Puis, dernièrement, est-ce que je veux savoir, y a-t-il des partenaires qui permettent à cette activité-là d'exister? Bien, les partenaires, en fait, c'est tous les exposants qui vont être présents et bien sûr la Ville de Causa-Abscal qui s'implique dans tous nos beaux projets. C'est bon. Bien, comme ça, on va se procurer un billet puis on va être là. Absolument, il ne faut pas manquer ça. Merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Des modifications ont été apportées au fonds région et ruralité. Et j'ai une personne très bien placée pour nous en parler ici, c'est Stéphane Pinault, le directeur du service de développement de la MRC de la Matapédia. Bonjour Stéphane. Bonjour Carl, ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Yes. Premièrement, c'est les gens qui ne savent pas, c'est quoi le fonds région et ruralité? C'est quoi le FRR? Ça mange quoi en hiver? Ouais, le fonds région et ruralité, c'est une entente que les MRC ont avec le ministère des Affaires municipales. C'est une entente pour faire du développement territorial. Donc, c'est une enveloppe gérée par la MRC, mais qui est issue d'une entente avec le ministère des Affaires municipales. Okay. Puis, on est là pour soutenir avec cette enveloppe-là des projets pour les entreprises, les organismes et les municipalités, bien sûr. Okay. Puis, généralement, c'est quel type de projet qu'on peut avoir? C'est très varié, hein? C'est très varié parce que, dans le fond, on va à la fois en démarrage, expansion, relève d'entreprise, mais on va aussi avec des projets dans le milieu, là, des projets de développement socio-communautaire. Donc, c'est très vaste, c'est très varié. Bon an, mal an, là, on appuie environ une quarantaine, une cinquantaine de projets là, avec l'aide là, des différents volets du FRR. Puis là, le financement, je pense, du FRR peut varier d'une MRC à l'autre selon si c'est une MRC dévitalisée. Est-ce que dans la Matapédia, on est considéré comme une MRC dévitalisée? Malheureusement, on est considéré comme une municipalité dévitalisée. Oui, okay. Ça fait plusieurs années qu'on est une municipalité dévitalisée. On est une des plus dévitalisées au Québec aussi. Fait que ça a comme impact là, qu'on a droit à cette enveloppe-là, puis que on a quand même une enveloppe qui est quand même intéressante là, pour pouvoir développer des projets. Super. Le taux de cumul de l'aide gouvernementale était à 80 % avant. C'est maintenant rendu à 100 % pour les municipalités, OBNL et coopératives. Qu'est-ce que ça change concrètement ici? Là? Ça, c'est un élément qu'on va devoir un petit peu approfondir avec le ministère, mais techniquement, ça voudrait dire que précédemment, il fallait absolument... le cumul devait pas dépasser 80 % Là, si on peut aller à 100 % ça veut dire que peut-être qu'on peut ajouter des projets, par exemple, qui auraient d'autres aides financières gouvernementales, puis on pourrait dépasser ce fameux cumul-là de 80. Ça obligeait les organismes à avoir un 20 % dans le milieu ou un 20 % qui était non gouvernemental. Fait que là, avec cette nouvelle modalité-là, qu'on doit encore un petit peu approfondir pour voir comme il faut, là, comment le ministère le voit, mais ça pourrait permettre peut-être à des organismes, des municipalités, puis là, on est plus pour municipalité organisme là, pour ce volet-là. Ça pourrait leur permettre peut-être là, de pouvoir avoir d'autres partenaires gouvernementaux sans avoir à mettre systématiquement là, la mise de fonds là, qui était demandée. Puis là, avant cette modification-là, c'était quoi les principaux freins qu'il aurait pu avoir pour les organismes? Bien, ça dépendait de la grosseur de l'organisme, ça dépendait des capacités financières de l'organisme. Un organisme qui n'a pas beaucoup de levier, qui a pas beaucoup, qui fait ses frais, là, on va se le dire, là, puis qui avait un gros projet, mais ça pouvait représenter peut-être une difficulté là, d'atteindre le fameux 20 % avec le milieu, même s'il y a certains partenaires clés là, qui contribuent. Fait que c'est sûr que ça avait un impact, mais c'est ça. Là, il faut regarder comme il faut là, comment le ministère entrevoit cette nouvelle modalité-là, mais ça semble être très intéressant pour certains projets qui trouvaient peut-être que la bouchée était dure à prendre pour des plus gros projets quand il n'y avait pas beaucoup de fonds générés là, par l'entreprise. Pour avoir certains projets qui étaient peut-être un peu sur la glace qui finalement vont peut-être voir le jour. Bien, des projets des fois qui devaient être revus peut-être à la baisse un petit peu parce que c'était compliqué de le financer. Mais en tout cas, c'est une modalité, je pense, qui va être profitable là, pour notre milieu. Là. Puis là aussi, les frais d'administration admissibles passent à 10 %. Pourquoi c'était une demande qui était quand même importante? Oui, bien, dans le fond, ça a été 5 % mais je pense que certaines MRC, on n'avait pas fait à la MRC de Matapédia nécessairement une revendication dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a certaines MRC qui avaient manifesté le fait que 5 % ça couvrait peut-être pas tout le temps l'ensemble là, des dépenses d'administration, parce qu'on doit faire... il y a des demandes qui sont liées à la reddition de comptes et tout ça. Fait que ça a été demandé. Fait que pour nous, vous voyez, là, les modalités, nous autres, le nouveau FRR, il est en fonction depuis le 1er avril 2025. Okay. On avait quand même budgété à la MRC comme si on avait 5 % de frais d'administration. Okay. Fait que là, ça va être effectif à partir du 1er avril. On va analyser la situation, mais on n'a pas encore évalué pour dire est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'à 10 % là, c'est pas... On était déjà dans un minding de reste... un minding. Ouais. On était déjà dans la réflexion de dire qu'on se limitait à 5 % là. Donc,
on va prendre acte de ça, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Parce que j'imagine que ça dépend aussi des projets là, qui ont peut-être plus d'administration à faire que d'autres. C'est plus en lien avec vraiment l'administration à l'interne, de la gestion des projets avec notre équipe de professionnels et tout ça, mais on va devoir le regarder parce que pour nous, c'était pas un enjeu nécessairement d'avoir besoin du 10 %, mais on va l'analyser comme il faut là, par rapport à ça. Puis est-ce que la MRC est dans une meilleure position aussi pour développer des projets structurants? Bien, déjà, avec les nouvelles modalités, avant même là, qu'il y ait l'ajustement, on sentait là, qu'il y avait la possibilité peut-être là, de faire des projets de plus grande importance encore parce que le montant maximum par projet maintenant, là, il va être établi à 250 000 $ en subvention pour des projets de plus grande envergure un peu, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Je pense qu'il y a des très gros projets peut-être des fois là, que c'est pas évident tout le temps de trouver le financement. Fait que déjà là, ça peut être très intéressant. Là. Aussi, à ce temps, les établissements de santé et d'éducation deviennent admissibles lorsqu'ils collaborent avec des municipalités de moins de 20 000 habitants. Donc, est-ce que ça ouvre des nouvelles portes ou... Oui, mais ça, c'est un critère qu'on va devoir regarder là, parce qu'on parle d'admissible quand c'est partagé avec la communauté. On parle de mutualisation. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails, ni dans le communiqué, ni dans la présentation. On va devoir avoir un petit peu plus de détails sur la nature de ces projets-là, mais ce qui est important, c'est que ça soit vraiment de la mutualisation de services. Fait que, peut-être que ça peut prendre certaines formes dans des territoires. Je ne sais pas si... Comme, mettons, un petit village où il y aurait une cour d'école aménagée pour que les gens de la communauté puissent y aller en dehors des heures. On le faisait avant dans l'ancienne mouture. Quand c'était arrivé avec les nouvelles modalités, effectivement, là, dans les organismes non admissibles, tout ce qui était conseil scolaire, c'était maintenant plus admissible. Là, on semble dire qu'il y a de l'ouverture, mais en autant qu'il y ait de la mutualisation de services. Fait que c'est là qu'il faut préciser. Mais l'exemple que tu donnes est probablement bon. Peut-être que pour des projets, par exemple, de cours d'école, puis nous, à la MRC, via l'ancien volet FRR, on en a appuyé plusieurs projets de rénovation de cours d'école. Peut-être que c'est le type de projet qui voulait donner comme exemple, mais il n'est pas nommé dans les exemples actuellement. Fait que c'est pour ça qu'il faut creuser un peu plus. Il faut creuser un peu plus pour voir si on a la même interprétation de mutualisation des équipements et tout ça. Est-ce qu'il reste encore aussi des améliorations à demander au gouvernement par rapport au FRR? Je dirais que je pense que les unions municipales, les élus, puis même les associations de développement économique ont travaillé fort pour pour réajuster certains éléments. J'ai l'impression que la voix des intervenants a été entendue. Fait que j'ai pas l'impression là, qu'il va y avoir d'autres demandes systématiquement qui vont être faites. Mais c'est sûr qu'il y a certaines de ces demandes-là qui permettent de nous donner un petit peu plus de flexibilité, notamment sur le fait là, que au niveau du taux d'aide pour les projets MRC, dans l'ancienne mouture, on pouvait aller à 100 % financé par le FRR. Là, ça avait été revu à 80 %. Ça amenait une certaine pression peut-être là, sur le milieu municipal de mettre plus de sous. Donc, avec le retour au 100 %, je pense que c'est dans une logique de pouvoir poursuivre des belles initiatives qui étaient financées par le FRR et qui étaient porteuses là, pour le milieu municipal. Puis, as-tu un message que tu aimerais envoyer aux organismes, aux municipalités de la Matapédia qui aimeraient qui ont des idées de projets qu'ils voudraient déposer au FRR? Oui, bien, c'est toujours, n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Nos politiques sont sur le site Internet de la MRC, mais il n'y a rien qui vaut une bonne discussion avec le conseiller en développement à la MRC, la conseillère aussi. On a beaucoup une équipe féminine, nous, à la MRC, au développement économique. Fait que ne pas hésiter à communiquer avec nous parce que oui, il y a le FRR, mais des fois aussi, on peut les appuyer avec d'autres programmes qu'on est au fait. Puis, ben, il y a certains projets, des fois, qui ne sont pas admissibles à de l'aide financière au niveau du FRR, que ce soit pour le commerce de détail, la restauration. On ne peut pas aller en subvention. Fait que de ne pas hésiter. S'ils ont un projet, appelez-nous. On va vous donner leur juste par rapport à ça, puis on va vous accompagner pour essayer de vous aider à réaliser votre projet, que ce soit un projet d'entreprise ou un projet municipal. On peut être surpris du soutien qu'on peut avoir, des fois, avec des programmes. Tout à fait. Puis les modalités, bien, des fois, il y a certains types de projets que, dans le passé, on a appuyé, puis peut-être que la personne a l'impression que oh non, je pense pas que je suis admissible. Il ne faut pas qu'elle hésite à nous communiquer avec nous. On va l'orienter, puis on va l'aider à réaliser son projet. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Comme ça, si on a des idées de projet, on vous contacte. On appelle la MRC. 629-2053. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bye.
nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le manque de services en santé en région a un impact bien réel et le diabète en fait partie. Donc, nous avons rencontré 2 personnes de chez Diabète Bas-Saint-Laurent afin d'en discuter. Noémie, Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous en studio. J'aimerais ça commencer par vous demander, c'est quoi l'organisme Diabète Bas-Saint-Laurent exactement? C'est quoi les services? Diabète Bas-Saint-Laurent est un organisme, on existe depuis plus de 30 ans. On est implanté, on couvre notre territoire de desserte pour les services, c'est l'est du Bas-Saint-Laurent. Donc, la Rimouski-Lingette, la Métis, la Matapédia, la Matanie, et on couvre aussi la Haute-Gaspésie. Okay. Donc, ça fait 30 ans qu'on est sur ce territoire-là. En fait, notre mission, c'est d'aider les gens à gérer et à vivre avec le diabète au quotidien. Donc, à bien le vivre, être capable de bien gérer leur maladie. Aux personnes diabétiques, mais on s'adresse aussi aux proches. C'est sûr que le conjoint, les enfants peuvent être touchés, tout dépendant aussi du diabète de type 1. Ça peut être l'enfant qui est diabétique, donc on est là aussi pour aider les parents. Donc, on a une diversité d'activités. On offre des cours d'activité physique, aquaforme, yoga, sur chaise, club de marche. Donc, il y en a ici dans la région, à Amkoui, on a ces services-là. On fait des cafés-rencontres pour informer les gens, on fait des conférences, on fait des visites en épicerie, quand on a les ressources, on essaie de faire des ateliers culinaires aussi pour aider les gens de ce côté-là. Okay. On offre de l'information, on a de l'information qu'on peut envoyer aux personnes. Le site Internet, sur notre site Internet, il y a beaucoup d'informations aussi. On travaille... Le téléphone? Oui. Vous pouvez nous appeler. Ça nous fait toujours plaisir. On peut vous informer par téléphone. Donc, c'est pas mal l'ensemble. Je ne sais pas, j'ai oublié quoi, Noémie? Mais on fait aussi de la prévention. C'est ça. Donc, aider les gens à vivre avec leur diabète puis faire de la prévention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aide et les proches et les personnes diabétiques et l'entourage. Parce que... Comme ça, s'ils font d'aquaforme, peut-être qu'ils n'auront pas de diabète de type 2. Dans un communiqué de presse que vous nous avez envoyé, vous parlez d'un manque de suivi médical en région. À quel point la situation est quand même préoccupante là, au niveau du Bas-Saint-Laurent, puis vous couvrez aussi, comme on dit, la Haute-Gaspésie. Donc, il y a toujours la question de est-ce que des gens ont un médecin de famille ou pas. Okay. Donc là, ça devient difficile d'avoir un suivi médical. Une fois qu'il y a un diagnostic, idéalement, c'est qu'il devrait avoir un enseignement qui est fait. Je sais que les infirmières pivots travaillent là-dessus, mais la demande est très grande et il y a une infirmière pivot par MRC. Donc, dans certains cas, on peut attendre longtemps pour avoir l'éducation. Même chose pour rencontrer une nutritionniste. Ça, c'est quand il y a des nutritionnistes, parce que je sais qu'en Gaspésie, c'est plus difficile. C'est des nutritionnistes volantes, donc la quantité de dossiers en attente ne baisse pas beaucoup. Donc, c'est un petit peu ça le problème de ce côté-là. Et idéalement, c'est la capacité aussi de revoir son médecin pour faire vérifier ce qu'on appelle la glycémie glyquée, donc aux 3 mois, idéalement, pour voir si on était un bon élève pendant notre 3 mois. C'est un peu l'idée, parce que c'est ce que ça donne, la glycémie glyquée. Là, ça donne une moyenne des glycémies pendant les 3 derniers mois. Donc, idéalement, on veut ça. Puis, on sait que les personnes diabétiques, le diabète peut affecter la santé à long terme. Donc, il y a toute la question de prendre soin de soi. Prendre soin, on parle du pied diabétique. Donc, nous, on a des patients qui vont voir des infirmières en diabète, tout ça. Mais s'il y a des blessures, s'il y a une perte de sensation au niveau du pied, bien là, il faut qu'ils voient au niveau des médecins. Donc, c'est un petit peu ce côté-là. Fait que c'est un peu... puis, on le sait, là, le gouvernement demande de plus en plus que les médecins voient de plus en plus de monde, donc de moins en moins de temps aussi par personne. Parce qu'il y a toujours juste 24 heures d'une journée. À un moment donné, on peut pas non plus se diviser en deux. Fait qu'il y a cette pression-là aussi du gouvernement qui fait que ça devient difficile d'avoir un suivi et d'avoir le temps de parler avec son médecin. Puis, dans d'autres... Quand les médecins ou quand les professionnels de la santé ont le temps d'éduquer les gens, ça fait une grande différence. Et là, présentement, avec la pression, avec le manque de personnel dans le réseau de la santé, on le sait, là, on a entendu parler beaucoup dans les derniers mois, ça devient difficile d'avoir un bon suivi au niveau du diabète. Parce que le diabète, le problème, c'est que c'est sur du long terme que ça peut devenir problématique. Les diabétiques de type 1 ont un suivi beaucoup plus serré parce que c'est une maladie qui
à très court terme, peut être mortel. Donc, si tu n'es pas soigné, à court terme, tu peux en mourir. Donc, à ce moment-là, les endocrinologues de l'hôpital de Rimouski peuvent faire un suivi beaucoup plus serré. Par contre, c'est ça, c'est pour l'ensemble des gens de l'Est du Québec, tous les endocrinologues sont à Rimouski, donc il y a toute la question du déplacement et tout ça. Ouais. Les nouvelles technologies font en sorte que les suivis peuvent se faire un peu plus en ligne et tout ça, mais il reste qu'il y a du déplacement à faire pour avoir des tests, pour avoir on a des membres qui nous rapportent aussi comment ils expérimentent le manque de services, le manque de proximité des spécialistes, tout ça. T'sais, on a des membres qui nous ont raconté qu'ils recevaient leur diagnostic sur un message vocal parce qu'ils sont allés consulter un médecin que c'est pas leur médecin de famille, des choses comme ça. Donc, il y a personne qui est mal intentionné dans ce système-là. Tout le monde fait le maximum qu'il peut faire, surtout les infirmières pivots. Ils travaillent comme des dingues. Des fois, ils ont des listes de centaines de patients. Mais c'est que c'est une maladie, le diabète, qui se contrôle, oui, par la médication, mais surtout par les habitudes de vie. Puis ça prend un peu de mentorat pour réussir à avoir des habitudes de vie qui sont adaptées à nous, nos besoins alimentaires, notre réalité. C'est quelqu'un qui a une mobilité réduite ou quelqu'un qui est vraiment pas très aventurier au niveau de la nourriture, par exemple, on peut pas juste leur donner un guide alimentaire puis faire comme, OK, organisez-vous avec ça parce que d'une personne à l'autre, les adaptations vont devoir être faites différemment. Puis ça prendrait un suivi très près, mais on n'a pas les ressources dans le système de santé pour donner ça. Puis, donc, les gens se sentent un peu tout seuls face à ça. Ils entendent qu'il faut qu'ils mangent mieux. Ils entendent qu'il faut qu'ils bougent plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger mieux? Qu'est-ce que ça veut dire bouger plus? Puis en plus de ça, on va rajouter des facteurs qui sont qu'on peut pas changer, comme le fait d'être dans un désert alimentaire, d'avoir des difficultés financières, des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'on peut plus ou moins s'adapter. Puis quand on n'a pas de ressources ou de suivi prêt, on peut se sentir rapidement isolé puis un peu désespéré par rapport à ça. Ouais. Puis c'est pas... recevoir un diagnostic de diabète de type 2, c'est pas c'est pas une mise à mort. Là, vous allez mourir d'un matin si vous mangez une pointe de tarte au sucre. Mais quand tu reçois un diagnostic de maladie, même si pour le réseau de la santé, c'est pas une urgence, ça inquiète. Donc, juste ça, ce sentiment-là d'être un peu abandonné, tout ça, ou que de la maladie n'est pas pris au sérieux ou des choses comme ça, c'est difficile pour les personnes qui reçoivent des diagnostics. Ouais. Est-ce que vous trouvez que la situation dans les dernières années s'est un peu aggravée au niveau des services? Et aussi, est-ce qu'il y aurait des facteurs qui seraient dus à ça? Peut-être une hausse des cas de diabète de type 2, des choses comme ça, je ne sais pas si vous avez des statistiques. C'est certain qu'avec la pandémie, ça a brassé beaucoup de choses, je vais le dire comme ça. Okay. Puis bon, on sait, il y a le manque de personnel dans le réseau de la santé fait en sorte que, et combiné, je dirais, à une augmentation de la prévalence. Là. Donc, la prévalence du diabète, donc le nombre de cas qui apparaît dans chaque année, est passé de 8 % en 2020 à 11 % en 2025 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment une augmentation de 3 %. C'est sûr que le vieillissement de la population en est probablement en grande partie, là, parce que le taux de prévalence augmente avec les années. Mais, je vous dirais, est-ce que la situation, au niveau du réseau de la santé, je vous dirais, moi, quand je regarde dans les 5-10 dernières années, il y a toujours eu des infirmières pivots dans chacune des MRC, mais quand il y a une infirmière pivot pour peut-être 1000, 1500, 2000 personnes diabétiques, ça devient difficile de faire des suivis. Fait que c'est un peu ce côté-là. Tranquillement, je sais que là, dans les 15-20 dernières années, les MRC, le CIS a intégré des kinésiologues, donc des spécialistes d'activité physique dans leur personnel, mais encore là, eux, ils couvrent l'ensemble des maladies chroniques, pas juste le diabète. Ouais. Donc là, c'est encore plus de cas, plus de patients pour 1 ou 2 kinésiologues par MRC, par hôpital. Donc, c'est sûr que il est là le problème, c'est combien de ressources on est prêt à mettre pour aider les gens à bien gérer leur maladie. Parce qu'au niveau du diabète, c'est ça, là, c'est que quotidiennement, les gens doivent gérer leur maladie, donc gérer leur taux de sucre. Ouais. Fait qu'il faut les aider, il faut les éduquer, mais à ce moment-là, c'est jusqu'où le gouvernement est prêt à aller de ce côté-là pour
éventuellement que la personne diabétique n'ait pas d'impact sur le réseau de la santé. Ouais. C'est un investissement à long terme. Fait que présentement, je dirais que c'est plutôt qu'il y a une stabilité ou le service est stable, mais le nombre de cas augmente. Ouais. Donc, c'est là qu'est le problème. Ouais. Donc, ça sature les services qui sont déjà là un peu. Qui sont déjà saturés. Oui, c'est ça. C'est un peu, Il y a aussi de plus en plus de diagnostics qui sont donnés plus tôt. Avant, la moyenne, c'était plutôt les 65 ans et plus, 50 ans et plus. De plus en plus, on en voit dans la quarantaine, même la trentaine, ça rajeunit. Ma génération, on va potentiellement être la première génération à être moins en santé que les générations avant nous parce qu'on a vécu beaucoup de changements dans notre vie, au niveau des habitudes de vie, l'augmentation du sucre, dans les aliments, plus de sédentarité, puis tout ça. Donc, des diagnostics plus tôt. Puis ça fait que les gens sont malades plus longtemps et donc peuvent aussi développer plus de complications au cours de leur vie. Si on a un diagnostic à 70 ans, donc on a, mettons, une espérance de vie jusqu'à 84, bien, on a 14 ans pour développer des conséquences du diabète. Ouais. Théoriquement, ça devrait bien se passer. Mais si on a un diagnostic dans la quarantaine, bien là, on a encore 40 ans à faire. Là, des choses comme la cécité, des problèmes rénaux, tout ça peuvent apparaître. Puis ça devient encore plus lourd pour le système de santé. Okay. Même un diabète type 2 peut quand même développer ces complications-là. Oui. Absolument. Mais il y a quand même moyen de faire attention pour essayer de... Mais c'est que quand la glycémie est trop haute, quand il y a trop de sucre dans le sang, ça vient endommager le système circulatoire. Okay. Ça vient endommager les vaisseaux sanguins. Puis, étant donné que les vaisseaux sanguins sont brisés, il y a moins d'alimentation en air, tout ça. Okay. Les terminaisons nerveuses vont mourir éventuellement. Okay. Par exemple, on a souvent l'image d'une personne diabétique qui va avoir un pied, un orteil d'amputé parce que ça commence dans les extrémités. Fait que là, les nerfs manquent d'air, ils meurent. Les sensations dans les pieds s'abaisse, on va avoir plus de difficulté à guérir si on a une blessure ou quelque chose du genre. Donc, on peut avoir des nécroses, ce genre de choses-là. Okay. Mais c'est la même chose pour tous les organes. Fait que ça va être vrai pour les reins, pour le cœur, pour les yeux. Par exemple, le diabète, c'est la première cause de cécité chez les moins de 65 ans parce que les petits nerfs dans les yeux manquent d'alimentation. Ils meurent, puis là, on se met à avoir des petits spots noirs dans le champ de vision. Puis ça, c'est irréversible. Ça veut dire qu'il y a comme un endroit dans la rétine où les nerfs, ils sont plus là. Fait que c'est comme si on avait des pixels morts. Exactement. Fait que c'est le genre de conséquences qu'il peut avoir. Ça augmente le risque de maladie cardiaque, ça augmente le risque d'avoir de la dialyse. C'est une majorité de cas d'insuffisance rénale avec dialyse qui sont dus au diabète. Okay. Là, vous allez avoir des activités, donc tu vois, une nouvelle horaire d'activité qui s'en vient, donc un nouveau calendrier d'activité plutôt, dont des cafés-rencontres. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans ces cafés-rencontres-là? Bien, les cafés-rencontres, en fait, c'est vraiment... ce qu'on veut, c'est enseigner ou informer les gens sur différents sujets qui vont avoir un lien avec la gestion de leur diabète. Donc, cet après-midi, on est à Sébec. Donc, le premier sujet qu'on fait pour le mois de février, c'est l'emballage. Donc, les informations que les compagnies sont obligées de mettre sur les emballages des aliments pour nous informer de ce qu'il y a dedans. Donc, la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'une personne diabétique devrait savoir sur la liste des ingrédients pour faire un bon choix? Dans le tableau des valeurs nutritives, tu sais, le petit tableau sur le côté ou en arrière de la boîte, là, qui a des pourcentages, qui a des chiffres, mais qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement, bien, on va tout expliquer ça. Et on va parler aussi de la nouvelle loupe alimentaire, là, ce qu'on a vu apparaître, ce qu'on a entendu parler beaucoup dans les derniers mois là, au niveau. Donc, cette loupe-là, les compagnies sont obligées de la mettre si il y a trop de sucre, de sodium ou de gras trans dans leur aliment, donc passer un certain seuil, il faut qu'on va expliquer ça. Puis on va parler aussi des allégations nutritionnelles. Donc, riche en fibres, très riche en fibres, pauvre en sucre, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de marketing en arrière de ça. Donc, c'est un peu ce qu'on va expliquer. Puis, au fil des mois, on va avoir d'autres sujets à chaque fois qu'on va venir. Donc, on va parler aussi, on a un, c'est nutrition 101, donc les bases au niveau de l'alimentation pour les personnes diabétiques. On va parler d'activité physique, on va parler des préjugés. On a un mois, on va parler vraiment de préjugés, puis on veut que les gens nous parlent de ce qu'ils vivent. Là. C'est vraiment ça. Puis le café rencontre, ça veut aussi une discussion. Donc, c'est pas juste une conférence. Oui, on donne l'information, mais on veut que les gens échangent, on veut que les gens
nous donne, on va donner l'information aux gens, mais on veut que les gens nous parlent de ce qu'ils vivent. Quand vous allez à l'épicerie, là, les emballages, les utilisez-vous, comprenez-vous, qu'est-ce que vous faites, êtes-vous capable de comparer? Fait que c'est un peu l'idée de ce côté-là, puis voir un peu, puis ça fait en sorte aussi, là, on parlait tantôt, les gens, quand ils ont un diagnostic, ils peuvent se sentir isolés. Bien, dans ces rencontres-là, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que les gens comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls, puis puissent aussi connaître d'autres personnes qui sont diabétiques, puis éventuellement avoir un petit réseau de ce côté-là. Mais c'est un peu là, ce qu'on fait. Des fois, juste avoir quelqu'un qui partage la même situation que toi, puis tu dis comme moi, j'ai réussi à faire ça, là, lâche pas, tu vas l'avoir. Absolument, c'est super important. Entre personnes qui vivent la même pour l'activité physique, ça peut être de rencontrer des gens avec qui on va aller prendre des marches, puis là, parce qu'on le fait en groupe, on est plus motivé à le faire. De partager, mon Dieu, moi j'ai de la misère à me trouver des pâtes alimentaires. Moi j'en ai trouvé une qui se vend là, à telle place, à Amqui. Nous, on n'est pas de toutes les places où on offre des services. Donc, dans ces moments-là, c'est le fun d'avoir des gens localement qui peuvent donner, qui peut-être connaissent des ressources que nous, on ne connaît pas. Nous, ça nous permet de mieux conseiller les gens après, mais ça permet aussi de créer un réseau. Puis, on a des sujets dans nos cafés-rencontres, mais je tiens à souligner que les gens peuvent venir aussi avec des questions qui ne sont pas nécessairement liées avec ça. On est là pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment ça l'objectif, là, d'entrer en contact, puis de se créer un réseau, puis de venir chercher de l'information. Ouais. Écoutez, j'aimerais ça parler avec vous pendant des heures. Je vois que ça fait déjà un bon 15 minutes qu'on jase, fait qu'on va essayer de pas trop étirer ça. J'aimerais ça vous demander, les gens, en fait, qui voudraient vous suivre, à participer aux activités, comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, s'inscrire? C'est sûr que toujours notre site internet, diabetebsl.com. Il y a l'onglet services, activités, toutes les activités, le calendrier des cafés-rencontres est là. En étant membre, donc, puis pour être membre de Diabète Bas-Saint-Laurent, c'est gratuit la première année. Ensuite de ça, c'est 10 $ par année. Okay. Il y a différentes activités de services. Là, vous avez l'infolettre. Donc, on envoie l'infolette, vous avez toutes les informations. Vous pouvez aussi nous téléphoner, 418-722-4746. On sait le mettre juste ici. OK. Donc, à ce moment-là, on est là. Laissez un message. Si on n'est pas là, on va vous rappeler pour répondre à vos questions, vous donner de l'information. Ça peut être n'importe quelle question. Là. C'est pas, si on n'a pas la réponse, on va vous rediriger. Parce que des fois, j'ai des questions sur la médication. Je ne suis pas pharmacien. Non, c'est ça. Fait que je redirige vers le pharmacien, là, mais c'est un peu ça. Page Facebook, nos réseaux sociaux, on publie régulièrement sur les activités. Est-ce que j'oublie des choses? Non, mais la meilleure façon de nous contacter, c'est le téléphone. On est toujours au bout du fil. Donc, super. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Caroline, tu viens de nous parler aujourd'hui de plastique agricole. Donc, il y a eu quelques changements dernièrement, si je ne me trompe pas, là, si tu veux nous en parler. Oui, c'est ça. En fait, depuis le mois de juillet en 2023, donc ça va faire 2 ans, les plastiques agricoles sont tombés sous une REP qui est la responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, en fait, c'est les producteurs sont responsables de la récupération, on va prendre un mot plus simple, de ces plastiques-là. Okay. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les producteurs doivent payer un éco-frais qui, en fait, ils payent directement à l'achat de ces plastiques-là. Okay. Puis, cet éco-frais-là sert à payer la récupération de ces plastiques-là. Donc, en fait, les plastiques, les agriculteurs doivent les apporter dans un point de dépôt. Puis, c'est là que AgriRécup, c'est l'organisme qui s'occupe de ça. Eux vont aller chercher le plastique au point de dépôt pour l'amener à un recycleur. Okay. Donc, en fait, l'éco-frais, là, c'est vraiment cette partie-là qui sert à financer. Okay. Et donc, mais la partie de l'agriculteur jusqu'au point de dépôt, bien là, souvent, c'est l'agriculteur
qu'ils dépensent en temps puis en essence. OK. Puis les plastiques agricoles, que tu peux te donner un exemple, c'est quoi? C'est-tu comme le plastique qui emballe les balles de foin, entre autres? C'est exactement ce plastique-là que je parle. Je parle vraiment du plastique blanc qui fait les guimauves. Les belles guimauves qu'on voit dans le champ, là, c'est ceux-là. OK. Puis en fait, là, pourquoi c'est une problématique, ces plastiques-là? Là, je vais parler de la région du Bas-Saint-Laurent, mais on peut étendre ça à plus loin. Oui. C'est que le Bas-Saint-Laurent, c'est la 3e région la plus grande productrice de ces plastiques-là. OK. Donc, en fait, là, elle génère environ 1000 tonnes par an de plastique agricole. Puis, dans la Matapédia, on est à 153 tonnes par an. OK. Puis donc, avant, c'était moins un problème, étant donné que ces plastiques-là étaient acceptés dans le bac bleu. OK. Mais là, depuis l'année dernière, c'est Éco-entreprise Québec, c'est elle qui s'occupe de la récupération à travers le Québec au grand complet. Elle a dit, non, moi, je veux plus les plastiques agricoles dans le bac bleu. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait trouver une autre façon de faire. C'est là que les points de dépôt, là, ça a commencé un peu plus à pousser. Parce qu'avant ça, au BMR, on disait qu'ils le reprenaient avant, puis là, malheureusement, ils peuvent plus le prendre pour plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Ils ont arrêté d'accepter les plastiques agricoles cet été, en fait. Puis là, en ce moment, on est en démarche pour pouvoir faire un point de dépôt à l'écocentre à Amqui. OK. Donc là, ça va se faire prochainement. Là, on n'a pas de date fixe étant donné qu'on est en communication avec Agricup, mais la dalle est coulée. Fait que, c'est sûr, ça va être là. C'est vraiment bientôt. Et malheureusement, pour les plastiques agricoles, c'est le seul point de dépôt dans la Matapédia. OK. Donc, mais si on parle de d'autres types d'emballage agricole, là, des sacs, des contenants. Ça, par contre, le BMR, mettons, il peut encore les prendre. OK. Puis, tu en as un aussi à Saint-Noël, OK. à la meunerie à Saint-Noël. Donc, c'est les points de dépôt qui sont présents dans la Matapédia. OK. Puis, si jamais les gens veulent savoir c'est où, là, sur le site d'Agricup, il y a des cartes de points de dépôt. Donc, en fait, tu sélectionnes c'est quoi ton produit. Puis là, ils vont t'ouvrir la carte, puis ils vont te dire sont où les points de dépôt, puis qu'est-ce que tu peux aller porter dans chaque point de dépôt. Là. Fait que c'est quand même très bien fait. Là. Agricup sont au courant, sont où leurs points de dépôt, puis pour ça, ils sont très bons. Oui, c'est bon. Parfait. Puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans la Métis, on a mené une étude pour faire une collecte porte-à-porte des plastiques agricoles. Donc, parce qu'on le sait que les plastiques agricoles, justement, les points de dépôt, il n'y en a pas beaucoup, sont loin, c'est volumineux. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux à devoir aller les porter à des points de dépôt. Oui. Puis les agriculteurs, on le sait que c'est des gens pressés. Il faut que on coupe le foin, c'est là. C'est pas dans 2 semaines. Là, fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Donc, c'est pour ça qu'on a évalué la possibilité de faire une collecte porte-à-porte dans la Métis. Donc, en ce moment, on a effectué un sondage. OK. Donc là, on a reçu les réponses. Donc, on n'a pas eu, mettons, on visait environ 150 fermes qu'on a vues qui généraient du plastique agricole. Puis sur les 150 fermes, il y en a peut-être environ 35 là, qui ont dit qu'ils étaient intéressés à participer à la collecte des plastiques agricoles. Donc là, en ce moment, on est en train d'évaluer différents scénarios pour voir si on pourrait quand même en faire une, parce qu'on veut pas que ça coûte 1000 $ par ferme pour avoir cette collecte-là. Puis comme on est maintenant connecté avec la Métis, donc ça pourrait venir vers la vallée de Matapédia éventuellement. Oui, c'est ça. C'est une étude qui est transmissible, donc qu'on voudrait faire un peu la même chose dans la Matapédia. C'est pour ça que le processus est commencé. Donc là, on est en train de recueillir les données. Pour ça, cartographier sont où les fermes, combien qu'ils génèrent aussi. Donc, ça donne un beau portrait de ce qu'on a. Donc, après ça, un coup qu'on a les données, on peut travailler plus loin pour pouvoir participer à l'étude, puis voir quel scénario de collecte on pourrait effectuer. Puis justement, ça pourrait être une avenue de combiner la Métis puis la Matapédia ensemble, c'est des fois sur une route, parce que faire sortir un camion, ça a un prix. Fait que des fois, quand on rentabilise son déplacement, ça peut être plus profitable aussi. Là. J'imagine que la collecte ne se ferait pas nécessairement à toutes les semaines. Là, non. Fait qu'on parle ça doit être comme 2 ou 3 fois par année là, environ. Ça dépendait. On estimait, étant donné qu'il y a des grosses fermes et des
très petites fermes. Ouais. Donc, dans le scénario de base qu'on avait mis, il y en avait un aux 8 semaines et un aux 4 semaines pour les grosses fermes. 8 semaines, c'était les petites fermes. OK. Mais là, ça va être à revoir là, parce qu'on visait 150 fermes. S'il y en a 30, c'est sûr que ça sera plus la même chose. Là. Parfait. Fait comme ça, si on veut s'exprimer, on peut vous contacter pour dire « Ah oui, moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça. » Oui, c'est ça. Même si l'étude, on a compilé les données, on reprend toujours les commentaires. C'est ça, les commentaires, les gens. Puis surtout pour les gens dans la Matapédia aussi qui ont pas beaucoup d'options pour le moment. Donc, c'est très enrichissant là, d'avoir ça. Parfait. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, il y aura ce soir Stéphane Archambault qui vient présenter ses chansons. Ensuite, demain, le 28 février, il y aura La Famille Leblanc qui vient aussi nous présenter de la musique traditionnelle. Dans le cadre de la semaine de relâche, le 7 mars à 14h, ce sera la pièce de théâtre Jeunesse, Équipage recherché qui sera présentée. Du 27 février au 1er mars se tiendra le carnaval de Saint-Moïse avec une foule d'activités. Il y aura aussi du 28 février au 8 mars le carnaval de la relâche de Saint-Léon-le-Grand. Surveillez leur page Facebook pour plus d'informations sur les activités. Pour les fans de musique métal, le 27 février à Val-d'Irène, Metal Agora présente les groupes Vortex, Deported et Alvar. Toujours ce soir, le 27 février, ce sera le traditionnel Mini Beach Party des grands amis de 18h30 à 21h pour les jeunes de 5 à 12 ans à la salle communautaire d'Amqui. Il y aura un tournoi de pêche sur glace à Valbriand le samedi et dimanche 7 et 8 mars. Il faut se présenter à la Cédrière pour vous inscrire. Vous pouvez y aller la veille, soit le 6 mars entre 14h et 21h. Du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 27 février au 5 mars, il y aura le film d'animation Lydia et le vaisseau des tempêtes. Pour les jeunes sportifs, il y a le film d'animation Goat, le suspense Crime 101. Il y aura aussi la comédie dramatique québécoise L'âme idéale qui sera à l'affiche. Et le jeudi, le 5 mars, il y aura en avant-première le film Sauteur de Disney à 19h30. Et le 6 mars, ce sera la projection spéciale du Ciné-Club du Figaro avec le film La course au-dessus qui sera présenté par la Maison des familles de la Matapédia. Ce sera à 13h et l'accès au film est gratuit. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Il y a beaucoup d'activités pendant la relâche que je n'ai pas nommées, donc je vous conseille de suivre les réseaux sociaux de votre village, votre municipalité, de votre ville, donc pour vous informer des activités qui seront présentées. Donc vous avez de quoi remplir votre semaine bien en masse, là, donc je vous suggère de faire ça. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, vous pouvez nous écrire à journaliste@tvcmatapédia.com. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette édition d'Info.tvc. N'oubliez pas que ce dimanche, il y aura un bingo avec une carte pleine à 1000$. Et aussi, c'est la semaine de relâche. Donc, je souhaite une excellente relâche à tous nos jeunes de la Matapédia. Et on se revoit la semaine prochaine.